il y a exactement 2 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'art oratoire. Mais avant de m'intéresser à l'art oratoire, c'était pour une raison, c'est que je devais faire ma soutenance. Et je me suis demandé même comment, en tant qu'une personne timide, je vais arriver à faire ma soutenance. Même des fois, je n'arrive pas à parler devant des amis, mais comment une personne comme moi va se tenir devant des jurys et essayer de les convaincre. C'est là que j'ai entendu parler d'un club d'art oratoire. C'était à Isagen 2. Donc j'ai intégré le club pour un objectif vraiment spécifique. J'apprends seulement quelques clés de la prise de parole en public et puis je dégage. Donc leur histoire de meilleur orateur, concours de réponse, moi ça m'intéressait pas. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'au fur et à mesure que les séances se multipliaient, je me voyais comme un grand orateur. En fait. Au fur et à mesure que les séances se multipliaient, je me voyais comme une personne qui se tenait devant des foules et captirait leur attention. Donc je me suis dit que si je peux imaginer ça, alors ça veut dire que je peux le faire. Donc c'est là que j'ai décidé de me lancer. Mais bien avant ça, je ne savais pas qu'on pouvait évoluer en fait. C'est-à-dire qu'on pouvait passer d'une personne timide à une personne qui a confiance en lui. Mais je vous assure ce soir que si j'ai pu le faire, je pense que toute personne timide aussi peut le faire. Et ça, c'est ce que les personnes qui m'inspirent le plus ont fait pour moi. Et c'est ce que moi aussi j'ai envie de faire pour les autres. Et il y a une phrase de Zig Ziglar que j'adore qui dit que le plus grand cadeau que vous puissiez faire à une personne, ce n'est pas de lui donner de l'argent, mais de lui montrer toute la valeur qu'il possède dans votre vie. Donc c'est la raison pour laquelle ce soir, j'ai tenu vraiment à choisir ce thème. Notre mission de vie. Donc, qui a une idée sur ce que c'est qu'une mission de vie? En fait, la mission de vie, c'est... Oui, allez-y, vous voulez répondre? Comme vous avez déjà dit, non, il n'y a pas de souci, allez-y. La mission de vie, c'est pour moi, c'est une sens qu'on se donne dans la vie. Exactif. Voilà, tout à fait. En fait, la mission de vie, pour moi, c'est la même chose qu'un rêve. C'est ce que les Japonais appellent l'ikigai. L'ikigai, c'est un mot japonais qui est formé de iki et de gai. Donc, iki qui veut dire vivre et gai qui veut dire raison. Donc, l'ikigai d'une personne, c'est sa raison de vivre ou sa raison d'être. Donc, si je vais définir de façon simple un rêve pour moi, c'est l'ensemble des objectifs d'action et de résultats qu'une personne se fixe à une période précise dans sa vie. Et pour moi, c'est très important de faire cette distinction parce qu'il y a ce qu'on appelle un rêve, une mission de vie, un ikigai et objectif. Donc, la différence, c'est qu'on dit souvent qu'un rêve est abstrait, mais les objectifs sont concrets. Donc, les objectifs nous permettent de réaliser les rêves. Donc, vous allez remarquer que dans la définition que je viens de donner, il y a 2 mots-clés. Il y a objectif d'action et objectif de résultat. Maintenant, les objectifs d'action nous permettent de réaliser les objectifs de résultat. Donc, exemple d'objectif de résultat, je veux avoir tel chiffre d'affaires, mais pour avoir un tel chiffre d'affaires, il faudrait d'abord que je crée mon entreprise. Donc, ça, c'est l'objectif d'action. Donc, pour moi, c'est très important de faire cette distinction. Et maintenant, nous allons attaquer le vif du sujet. Pourquoi il est très important de connaître sa mission de vie. Et quand je suis venu ce soir, j'avais pour objectif de vous donner 2 raisons. Mais je vais vous faire un bonus. Même si le temps me fait défaut, je vais le faire quand même. Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, j'ai vu que vous étiez tous très bien habillés. Je me suis dit, ça serait un péché. Je ne vais pas vous faire un bonus. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Et donc, on va aller. La première raison pour laquelle vous devez trouver votre mission de vie, c'est que si vous trouvez votre mission de vie, vous allez vivre une vie extraordinaire. Et là, je vais faire une précision. Il y a une différence entre vie extraordinaire et vie facile. Donc, quand on entend souvent vie extraordinaire, on pense peut-être à une vie facile, non. Mais c'est une vie extraordinaire pour moi, c'est une vie pleine de challenges, pleine de difficultés qu'on a soi-même choisies. Moi, la première fois que je devais prendre la parole en public, c'était dans le cadre d'un concours, plutôt d'un débat organisé par Isagen 2, tout point contre Isagen 2 avec Ozo. Donc, j'ai écrit à mon meilleur ami, je lui ai dit, mon pote, je vais prendre la parole en public, je veux que tu sois présent pour me soutenir. Et on s'écrivait par message. Et puis, il me dit, quand j'étais sûr que tu vas prendre la parole en public, je lui dis, non, puisque je te le dis,
Et puis il dit, ah ok. Et puis il me dit, en tout cas, et il commence par rire. Il a envoyé l'énergie. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ce que je dis? Il dit, en tout cas, je serai là pour me moquer de toi. Vous imaginez, hein, la personne qui est censée vous soutenir vous dit ça. Et puis, je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, mais le débat a été annulé. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu d'autres occasions de faire mes preuves. Donc, c'était au concours de la JCI, aux éliminatoires. Donc, je me suis dit, je vais te donner le meilleur de moi-même. Je me suis dit seulement une seule chose, c'est que les gens qui sont là ne savent pas si je sais parler en public ou pas. Mais moi, je vais leur montrer que je sais parler en public. Et là, le jour-là, j'ai donné une prestation vraiment incroyable. C'était pas une prestation parfaite, mais pour moi, c'était bon. Donc, le prochain défi pour moi, c'était d'inviter l'ami là, qui m'avait dit, je serai là pour me moquer de toi. Mais le jour-là, je savais que si je l'invite, c'est pour une raison précise. C'est de faire en sorte qu'il soit séduit par ma prestation. Donc, je vous la fais courte. Hein. Le jour où elle était là, j'ai fini ma prestation, il m'a fait comme ça. Et puis, après, il a posté ma vidéo sur son statut. Et puis, il y a des amis qui ont réagi, ils ont dit qu'ils sont fâchés. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas invités. Mais souvent, on fait des choses, on n'invite pas les gens. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas invité, on n'a pas envie d'inviter les gens. Mais c'est parce qu'on a peur. Parce que imaginez la responsabilité, toute la pression d'une seule personne. Maintenant, imaginez plusieurs amis devant vous et vous devez les convaincre. Donc, pour moi, quand je fais l'introspection, je me rends compte que ce que j'ai fait là, ce n'est pas normal. Parce qu'en tant qu'une personne qui avant n'osait même pas ouvrir la bouche, mais faire ce que j'ai fait, ce n'est pas du tout normal. Et quand j'essaie d'analyser, je me dis que j'ai été poussé par quelque chose de plus fort que moi. Et c'est ma mission de vie. J'ai été poussé par une chose vraiment qui me dépassait en fait. Et c'est en ce moment que j'ai compris que je devais faire quelque chose dans ce sens. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à laboratoire et tout ce qui s'ensuit. Donc, il est très important de trouver sa mission de vie. La première raison, c'est parce que ça permet de vivre une vie extraordinaire. Vie extraordinaire ne veut pas dire vie facile, mais plein de challenges qu'on a soi-même choisi. Donc, la deuxième raison pour laquelle vous devez trouver votre mission de vie, c'est pour ne pas avoir de regrets à la fin de votre vie. Il y a une infirmière australienne du nom de Bronnie Ware qui a fait une étude auprès des personnes qui vivaient leurs derniers instants. Et elle a remarqué quoi? C'est que les personnes qui vivaient les derniers instants de leur vie avaient des regrets par rapport à des choses qu'elles auraient aimé faire, mais qu'elles n'ont pas osé faire par peur du regard des autres. Et là, quand on voit les regrets qui reviennent souvent, les 5 regrets sont le regret de ne pas avoir eu le courage de vivre pour soi-même et non pour les autres, d'avoir trop travaillé dur, de ne pas être resté en contact avec des amis de longue date, de ne pas avoir eu le courage d'exprimer leurs sentiments, ne pas s'être autorisé à être plus heureux, parce que le bonheur est un choix. Les 5 regrets m'enseignent principalement 2 choses. C'est que souvent quand on n'ose pas, ça peut être lié à 2 facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on sait ce qu'on doit faire, mais on n'ose pas parce qu'on a peur du regard des autres. Le deuxième, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et pour moi, c'est le pire en fait. Pourquoi c'est le pire? Parce que si tu sais ce que tu dois faire, ben, le jour où tu en auras marre, tu vas décider tout simplement d'aller faire ce que tu as envie de faire. Mais quand tu ne sais pas, alors il y a un problème. Donc, pour illustrer le premier concept, je vais vous raconter une histoire. Qui a déjà écouté l'histoire du jeune homme qui voulait être heureux dans un monastère? Personne? Ok. Il y a un jeune homme, lui, son rêve, c'était d'être heureux. Donc, il a entendu parler d'un monastère. Donc, dans ce monastère-là, tous les moines étaient heureux. Donc, il se dit que si j'arrive à devenir moine dans ce monastère, je serai très heureux. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a intégré le monastère. Mais dans le monastère, il y a une règle. On dit que tous les moines ont le droit de dire 2 mots chaque 2 ans. Donc, on lui a exposé la règle. Il ne pouvait plus rien dire, puisque c'est déjà parti pour 2 ans. Maintenant, 2 ans après, il a la possibilité de dire 2 mots, n'est-ce pas? Et il dit nourriture affreuse. C'est parti pour 2 ans. 2 ans après, il a encore la possibilité de dire
deux mots. Et puis il dit lit grinçant. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Un lit grinçant, c'est quand le lit sur lequel vous dormez produit tout le temps des sensations bizarres. Maintenant, imaginez un peu le paradoxe. Vous vivez dans un monastère, on vous dit de ne pas parler, mais le lit sur lequel vous dormez produit tout le temps des sensations bizarres. Vous voyez? Maintenant, 2 ans après, il a encore la possibilité de dire deux mots. Et là, il se met directement en route. Il va dans le bureau du directeur et dit je démissionne. Et puis après, quand il est rentré chez lui, il se pose la question mais comment des moines peuvent être heureux dans cette situation? Mais bon, avant de continuer, qui veut devenir moine dans ce monastère? Parce qu'ils sont en train de chercher de nouveaux membres. Personne. Ah ok, bon, vous avez raison. Parce que moi, au début de l'histoire, je voulais aussi devenir moine, mais à la fin, j'ai changé. Donc, l'histoire là nous enseigne quelque chose, c'est qu'on peut avoir 2 personnes dans la même situation, mais avoir des interprétations différentes. On peut avoir 2 personnes qui vont suivre la même formation, mais avoir des compétences différentes. 2 personnes vont passer le même examen, mais avoir des résultats différents. Maintenant, qu'est-ce qui explique tout ça? La réponse, c'est le pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Nous avons tous de différentes raisons qui nous poussent à faire des choses. Mais si nous voulons suivre les autres de façon aveuglée, nous n'allons pas vraiment savoir ce que nous voulons faire nous-mêmes. Maintenant, si je reviens sur la deuxième chose, c'est que quand on ne sait pas vraiment, quand on sait vraiment ce qu'on doit faire, mais quand on n'ose pas, nous allons voir ça un peu plus quand on sera dans le comment. Donc, nous venons de voir la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que trouver sa mission de vie permet de vivre plus longtemps. Il a été prouvé scientifiquement que les personnes qui trouvent leur ikigai personnel vivent plus longtemps que ceux qui ne l'ont pas trouvé. Et ça, 2 scientifiques l'ont prouvé. Il s'agit de Ishiro Toshi et Toshi Magasone. Ce sont 2 noms japonais. Est-ce qu'il y a des fans de manga dans la salle? Ah ok. À la fin, vous allez nous expliquer ce que ces 2 noms-là veulent dire. Ça peut aller. À la fin de la prestation. Ok. Donc, retenez bien les noms Ishiro Toshi et Toshi Magasone. Donc, ils ont fait une étude. L'étude consistait à demander à 43 000 adultes sans, je précise, 43 000 adultes sans, s'ils avaient un ikigai personnel. Et ils pouvaient répondre par oui, par non ou par peut-être. Donc, ils se sont rendus compte 7 ans plus tard que 95% des personnes qui avaient répondu par oui étaient toujours vivants, contre seulement 83% de ceux qui avaient répondu par non ou par peut-être. Et là, la différence est claire. Nous voulons tous vivre longtemps, non? Alors il faut trouver notre ikigai personnel. Donc, voici les 3 raisons de pourquoi il faut impérativement trouver notre mission de vie. Et là, j'aurais aimé qu'on fasse certains exercices, mais le temps nous fait défaut. Nous allons attaquer directement le combat. Dans le livre de l'ikigai de Bettina Lemke, elle nous dit que l'ikigai personnel d'une personne peut être scindé en 4 étapes. Il y a les choses que nous aimons faire, il y a nos points forts ou nos compétences, il y a les choses dont le monde a besoin et il y a les choses pour lesquelles nous pouvons obtenir une rémunération ou une contrepartie de la part des autres. Et au fait, dans ce livre, il dit que l'ikigai personnel d'une personne peut faire partie de une de ces catégories ou des 4. Mais moi, je pense que si on veut vraiment parler de l'ikigai d'une personne, il faut valider les 4 étapes. Donc, il ne faut pas sauter les étapes en fait. On ne passe pas du 1 pour aller au 4. On ne passe pas du 1 pour aller au 3. Il faut suivre les étapes. Donc, quelle est la première étape que j'ai donnée? Les choses que nous aimons faire. Donc, je vais vous dire les choses que moi j'aime faire et je vais vous dire comment on peut structurer ça pour arriver à trouver notre ikigai. Donc, la première chose, c'est que qu'est-ce que j'aime faire? J'aime lire des livres, j'aime assister à des conférences, j'aime faire du sport, j'aime parler, discuter avec des gens et essayer de comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Et là, quand je prends la dernière chose, c'est quoi? C'est que moi, j'ai un ami, c'est la personne que moi je considère comme la personne qui s'en fout le plus du regard des autres. C'est-à-dire que je peux marcher avec lui dans la rue et ce qu'il a l'habitude de faire, c'est d'essayer de faire des câlins à des inconnus dans la rue. Imaginez vous marcher dans la rue et un inconnu essaye de vous faire un câlin.
naturellement, vous n'allez pas accepter. Donc, jusqu'à présent, moi, je n'ai trouvé personne qui a accepté de lui faire un câlin. Mais il continue. Mais moi, je lui demande, mais est-ce que ton ego n'est pas touché? Ça ne touche pas ton amour propre, parce que moi, à ta place, je n'aurais jamais. Je ne vais même pas continuer, parce que je vais lui mettre de l'émotion. Et puis, il me dit non, que lui s'en fout. Et souvent, quand il y a des gens comme ça, on se dit non, que ce qu'il a là, c'est inné. Non, c'est pas moi, c'est pas pour moi. Hein. Donc, j'ai essayé de comprendre ce qu'il a dans la tête. Quand je lui pose des questions, je me suis rendu compte qu'il a grandi dans une famille où tout le monde s'en fout. Donc, le papa s'en fout, la maman s'en fout, les grands-pères, les grands frères s'en foutent. Donc, naturellement, le petit frère s'en fout. Donc, vous voyez un peu que déjà, ça permet de désacraliser ce dogme-là, qui consiste à dire que pour qu'une compétence soit effective, il faut qu'elle soit innée. Non. Il y a plein de personnes qui ne sont pas à l'aise au début même, qui arrivent à développer des compétences extraordinaires. Et là, déjà, quand moi je prends ça, je me dis, j'ai discuté avec des gens comme ça me donne des idées sur des métiers que je peux faire. Donc, je peux me dire que j'ai envie de devenir conférencier. J'ai envie de prendre la parole en public. J'ai envie de coacher les gens, d'accompagner les gens pour trouver ce qu'ils aiment faire de leur vie. Donc, vous voyez que déjà, à partir d'une seule chose que je sais faire ou que j'aime faire, ça me donne des idées sur des métiers que je peux faire. Et là, je reprécise, il ne faut pas brûler les étapes. Première étape, quelles sont les choses que j'aime faire? Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, c'était quoi? C'est dans le mandat de Dieu. Non. Le point fort d'abord. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on n'aime pas quelque chose parce qu'on est compétent dans cette chose-là. Mais c'est parce qu'on aime la chose qu'on devient compétent. Au fur et à mesure de pratiquer. Moi, j'ai un autre ami, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est artiste. Mais avant de commencer à chanter, qu'est-ce qu'il faisait? Avant, il avait d'autres amis qui côtoyaient, qui étaient artistes. Donc, quand il galérait pour trouver un refrain, il lui donnait ça, d'aller faire ça pour eux. Un jour, j'ai eu à écouter un refrain, je me suis dit, j'avais eu envie de le gifler. Pourquoi? Parce que j'ai écouté ça, je me suis dit, toi, tu arrives à faire ça, et puis tu donnes ça à d'autres personnes pour après avoir le mérite de ce que tu fais. Il me dit, bon, ok, tu sais, je peux faire mieux. Je dis, ok, vas-y, on va voir ce que ça va donner. Et après quelques jours, il est revenu me voir avec un autre refrain. Je lui ai dit, mais c'est extraordinaire, continue comme ça. Et puis, je vous assure que c'était l'année passée. C'était pendant les vacances. En 3 mois, il a fait 5 albums de plus de 100 titres. Parce que chaque album était composé de plus de 18 titres. Le gars, ce n'était pas quelqu'un à la base qui était vraiment très doué, mais il consacrait trop de temps dans sa journée à écrire des textes, à écrire des textes, à écrire des textes. Donc, ça veut dire que si nous consacrons du temps à ce que nous aimons faire, nous allons forcément développer une compétence. Donc, vous voyez que nous sommes partis déjà du premier point, de ce que nous aimons faire, nous sommes rentrés dans une compétence. Maintenant, la troisième chose, c'est quoi? Ce que le monde a besoin. Il y a une définition de l'entrepreneuriat, ou bien de l'entrepreneur que j'adore, qui dit que l'entrepreneur, c'est la personne qui apporte des solutions aux problèmes en échange d'une rémunération. C'est clair, quoi. Si vous voulez gagner de l'argent, vous devez apporter des solutions à des problèmes. C'est aussi simple que ça. Et qui connaît le Togolais qui a inventé Fufumix? C'est lui. Oui, je le vois. Il s'est rendu compte que les Togolais en ont marre de faire comme ça. Ou bien là. Mais qui a déjà pilé? Nous avons tous une fois déjà pilé. C'est chiant, non? Mais quand Fufumix est tombé, est-ce que quelqu'un a encore fait ça? Bon, ça dépend. Après, ça dépend. Si vous voulez faire du sport. Ben moi, il y a un moment donné, ma maman m'a dit, mon frère et moi, de filer, je lui dis, maman, Pierre, c'est pas ce que je loue, après c'est pour nous. Donc vous voyez, il faut toujours apporter de la valeur aux autres. Moi, un jour, j'avais fait une vidéo, dans la vidéo, je disais que pourquoi certaines personnes ne nous aiment pas. Et après, j'ai développé, et il y a mon père qui est venu commenter, il a dit, la pire chose qui puisse t'arriver, ce n'est pas que les gens ne t'aiment pas, mais que tu sois inutile à la société.
voyez, c'est trop puissant. Dans tout ce que nous faisons, il faut toujours nous poser la question qu'il faut apporter de la valeur aux autres. Et c'est l'idée que Napoléon a illustré dans son livre Réfléchissez et devenir riche. Il a parlé de la loi de l'économie. En fait, le principe est simple. Si vous voulez acquérir de la richesse, il faut apporter de la valeur. Donc, c'était la troisième chose. Et quelle est la dernière chose? Si on appelle ça. Pardon? Les choses pour lesquelles nous pouvons obtenir une rémunération ou une contrepartie de la part des autres. Sur ce point, je ne vais pas beaucoup discuter parce que nous savons tous que la rémunération, c'est quoi? Ça peut être en termes d'argent, en termes de services, en termes de biens, que ce soit français ou pas. Si vous respectez les trois autres étapes, forcément, vous aimez ce que vous faites, vous êtes doué dans ça, et que vous apportez de la valeur aux autres, c'est automatique, les gens vont vous payer pour ça. Et ça, quand on prend l'exemple d'un pianiste. Donc, un pianiste qui est à son concert, lui, il joue. C'est quelque chose qu'il aime faire. Il aime jouer au piano. Donc, quand il joue au piano, forcément, ça fait partie de ses points forts. Maintenant, après, il ne joue pas pour lui seul. Il joue à un concert, donc il apporte de la valeur. Et après, il est rémunéré pour ça. Et j'espère que mon intervention a été très claire si vous avez vraiment compris le message que j'ai voulu véhiculer ce soir parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient tant à cœur. Et c'est très important pour tout un chacun de nous d'identifier notre mission de vie. Donc, merci à vous.